Dans cette première diapositive, juste pour dire que dans la lutte contre la tuberculose, le laboratoire reste incontournable. Donc, il faut absolument avoir des laboratoires, avoir des outils de diagnostic si on veut faire la lutte contre la tuberculose. Le diagnostic de la tuberculose, il y a une partie de la réalité, une partie qui est le rêve. Dans le diagnostic de la tuberculose, vous le savez très bien, il reste lent, il est cher, parce que pas accessible à tous. Il est presque identique, surtout dans nos pays, depuis plus de 100 ans, c'est les mêmes outils qu'on utilise, et il n'est pas accessible à tous. Alors que le clinicien, quand il s'adresse à nous, quand il a une question, une suspicion, il veut tout de suite, j'ai un patient suspect, est-ce que c'est la tuberculose, oui ou non? Et généralement, le laboratoire n'est pas capable de lui donner le résultat tout de suite. Il veut un diagnostic qui comprenne, quelque chose de moderne, de rapide, une bandelette qu'on peut tremper quelque part et avoir un résultat, quelque chose de fiable et vraiment d'accessible à tous. Ce rêve est bien loin quand on sait que la tuberculose en elle-même est complexe, parce que dans la tuberculose, il y a ce qu'on appelle l'infection latente contre la maladie. Quand est-ce que cette infection latente doit déjà être prise en considération pour entreprendre le traitement? Ça reste très difficile à dire. La tuberculose elle-même, elle est complexe parce qu'elle attaque tous les organes, de la forme pulmonaire à toutes les formes extrapulmonaires. Et ne parlons pas de la tuberculose chez l'enfant, dont la prise en charge est encore très complexe. Quand on sait que les enfants vont développer plus vite la maladie que l'adulte après une primo-infection, quand on sait que chez les enfants, surtout les bébés, il y a ce risque de développer des formes graves. Et généralement, nos programmes de lutte contre la tuberculose ciblent la tuberculose pulmonaire parce qu'il faut rompre la chaîne de transmission, on les prend vite en charge, dont le problème de la tuberculose pédiatrique en général est négligé. Et sachant que les formes chez les enfants, c'est difficile de poser un diagnostic bactériologique, donc en général, on se retrouve à une faible déclaration de la tuberculose. Il faut également noter qu'il y a une faible collaboration entre les pédiatres, les laboratoires et les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose dans cette prise en charge. Donc en général, quand on arrive dans un pays, on dit quel est le problème de la tuberculose chez l'enfant, personne n'est réellement capable de donner les bons chiffres. Ce problème est également compliqué par, on le sait, la co-infection tuberculose et VIH. Et maintenant encore vient le problème de la multirésistance. Donc la réalité est bien plus complexe. Donc pour aborder les outils de diagnostic, même si Anne a dit de parler de l'actualité, je suis obligée de commencer par la microscopie parce que ça reste l'une des principales techniques, malgré que, comme vous le voyez, elle va fêter ses 120 ans. Donc ça reste la principale technique à laquelle nous avons accès dans nos pays. Elle est basée sur la propriété qu'ont les mycobactéries de résister à la décoloration. C'est vrai qu'elle reste simple, elle est rapide, ça ne coûte pas cher, largement spécifique des mycobactéries, mais en réalité, elle n'est pas si spécifique parce que pour la tuberculose, parce qu'en réalité, quand vous observez quelque chose au microscope, vous savez que c'est une mycobactérie, mais vous n'êtes pas à mesure de dire que c'est un bacille tuberculeux. Elle reste peu sensible parce qu'il faut une grande concentration de mycobactéries dans votre prélèvement pour avoir un test positif. Dans le cas de la tuberculose pulmonaire, chez l'adulte, on peut aller jusqu'à 80% de sensibilité. Chez l'adulte VIH positif, ça diminue jusqu'à 40 à 50%. Tout va dépendre aussi de son niveau d'immunité. Chez les enfants, ça baisse encore à 20%. Alors chez l'enfant qui est co-infecté par le VIH, je pense qu'on diminue encore de moitié. Et en plus, c'est une technique qu'on ne peut pas appliquer pour la tuberculose extrapulmonaire, elle reste moins de 10%. En général, dans les laboratoires, les seuls examens extrapulmonaires positifs, ça peut être les pus ganglionnaires ou deux fois quelques liquides pleuraux, mais en général, pour le reste, en microscopie, ça reste vraiment négatif.
et la microscopie ne nous donne aucune information sur la résistance. La microscopie à fluorescence est venue en appui, mais en réalité, elle n'ouvre que 10% de sensibilité. Jusqu'à il y a 3 ans, c'était très onéreux comme technique. C'est vrai que sur le marché, on commence à trouver certains équipements avec les systèmes LED, dont Light Emitting Diodes, qui permettent de réduire considérablement le coût. Mais vraiment, en termes de bénéfices sur l'ensemble, ça reste assez mitigé. Les outils de diagnostic, il y a la culture. Dans la culture, vraiment, c'est la méthode de référence en bactériologie parce qu'elle va vous permettre d'isoler votre bactérie, de l'identifier. On a les cultures sur milieu solide qui doivent dater également de 100 ans. Mais il faut savoir que dans nos pays, l'implémentation reste très rare. On a les cultures liquides qui datent en Europe de plus de 10 ans. Mais si je prends le cas du Cameroun, c'est une technique qui n'est disponible chez nous qu'il y a 1 an. Grâce au projet unitaire de ESPAN-TB qu'on a pu progressivement l'implémenter. En fait, il s'agit de quoi? Vous avez des tubes. C'est un système qui est déjà totalement automatisé. Vous avez dans des tubes un produit fluorescent et cette fluorescence est combinée à l'oxygène. Lorsque vous avez une croissance bactérienne, elle va consommer l'oxygène et donc libérer la fluorescence. Et vous allez avoir une réaction de fluorescence qui va être proportionnelle à la croissance. Donc la machine, là c'est une machine automatisée, va vous signaler que vous avez tel tube à telle position qui est positif et à quelle concentration. Pour MGIT, c'est Mycobacteria Growth pour croissance, Indicator Tubes. Donc, la diminution de l'oxygène va augmenter l'effet de fluorescence qu'on va détecter sur la machine. Si l'on compare l'apport de la culture liquide, ça ne se lit pas bien, mais ici c'est écrit, les milieux liquides le plus utilisé, c'est le low instant Jensen. Là, j'ai mis là. Donc, si on compare la culture liquide et la culture solide, on se rend compte quand même qu'avec la culture liquide, lorsque vous avez une microscopie positive, en 11 jours, deux fois même une semaine, vous pouvez déjà avoir une culture positive. Contrairement aux 21 jours en moyenne pour le low instant Jensen, lorsque vous avez une microscopie négative, vous pouvez aller jusqu'à 16 jours par rapport à 26 jours, et ça, c'est les moyennes pour chaque technique. Il reste que, malgré le fait que des techniques soient celles de référence, plus sensibles, s'appliquent à tous les types de prélèvements, le coût de fonctionnement reste très élevé parce qu'il faut avoir des structures de haute sécurité qu'on ne peut mettre qu'à un niveau de référence pour pouvoir entretenir. Donc, ça fait que c'est des techniques qui restent difficilement accessibles. Bien que dans le cadre des projets unitaires d'ESPAN-TB, ces techniques sont de plus en plus vulgarisées, mais il faut savoir qu'elles ciblent les tuberculoses multirésistantes. Or, elles jouent également le même rôle pour la sensibilité pour les patients PPVIH. Donc, il faut un lobbying fort. Il faut que les partenaires s'impliquent pour que, quand il y a cette disponibilité des techniques, elles puissent également, parce que pour les tuberculoses multirésistantes, elles sont presque gratuites, alors que les patients TB-VIH, ce n'est même pas accessible, ou bien il faudrait payer. Donc, quand c'est disponible dans un pays, il faut un partenariat pour les rendre aussi accessibles à ce type de patients. Alors, plus récemment, en décembre 2010, je pense que vous en avez tous entendu parler de GenExpert. Donc, c'est une technique on appelle Expert MTB-RIF, parce que c'est une technique qui permet à la fois de détecter la tuberculose, de dire présence de tuberculose ou non, et en même temps de détecter la résistance à la rifampicine. En sachant que lorsqu'on parle de tuberculose multirésistance, c'est la résistance aux deux antituberculeux majeurs que sont la rifampicine et l'isoniazide, et qu'on peut utiliser dans la rifampicine comme un bon marqueur de multirésistance. Dans cette technique, elle est assez simple. Vous avez une petite machine qui vous est fournie avec cette cartouche.
Donc, dans cette cartouche qui est en plastique et à usage unique, cette cartouche contient dans différents compartiments, tous les réactifs pour permettre l'extraction de votre ADN, l'amplification et la détection. Tout ce qu'on a à faire, c'est, quand on reçoit le test, c'est de mélanger ce premier réactif au prélèvement avant de le mettre dans la cartouche. On introduit dans la machine, on ferme, et la machine travaille toute seule au bout de 2 heures. On récupère la cartouche, on jette, donc il n'y a pas de possibilité de contamination. La machine détecte et vous pouvez juste lire sur l'écran. Je ne sais pas si ça se voit là. Quand c'est en rouge, donc mycobactéries détectées, résistance à la rifampicine non détectée. Donc c'est vraiment une technique qui est prometteuse. Et en plus, quand on la compare au TPM1, donc en général c'est le cas des personnes vivant avec le VIH, elle va détecter plus de 70% des microscopies négatives. Donc, une des recommandations fortes de l'OMS actuellement, c'est que cette technique soit appliquée en première intention aux patients suspects MDR, bien sûr, parce qu'on va vite détecter la rifampicine résistante, mais également aux patients VIH suspects de tuberculose. Donc, c'est vraiment une recommandation forte. Au niveau du Cameroun, pour le moment, on l'a qu'au niveau central. Normalement, grâce au projet ESPAN TB unitaire, on aura 3 machines en début d'année, placées à Douala, à Bamenda et à Garoua. Donc, il faut vraiment, dans le cadre du projet ESPAN TB, c'est d'abord la tuberculose multirésistante. Donc, il faut un partenariat fort, un lobbying pour que les personnes vivant avec le VIH puissent également accéder à cette technologie. Les frottis négatifs, également pour ceux qui ont une forte suspicion de TB en deuxième intention. Donc avec Expert TB, il peut vous dire si vous avez la tuberculose. S'il y a la résistance à la rifampicine, bien sûr, il faut passer à l'antibiogramme classique. Dans le cas, Pierre va nous dire certainement, ce n'est pas mon domaine, qu'il faut traiter, donner des ARV, et ainsi de suite. Ou bien il vous dit simplement, vous avez une tuberculose, mais pas de résistance. Ou bien vous n'avez pas de tuberculose. Il y a également un test moléculaire qui existe également au Cameroun, qui est celui de la détection rapide de la résistance sur les bandelettes. Vous avez un kit d'extraction et vous faites une amplification classique et les produits d'amplification sont mis sur des différentes bandelettes, mis à hybrider et après, en fonction des bandes, vous pouvez dire tout de suite si vous avez une résistance ou non. Sauf que cette technique ne s'applique bien que sur les microscopies positives ou bien sur une culture positive. Donc voilà globalement un peu résumé les techniques. Je ne suis pas entrée dans les détails des techniques qui font la détection des interférents et autres, mais on pourra en discuter dans les débats. Ça, c'est un peu pour vous montrer, il y a très peu d'études souvent sur ces techniques qui évaluent dans notre contexte l'utilisation. Expert est assez nouveau, donc les utilisations sont en cours. Là, j'ai pris 2 études, dont une publiée en 2011 et l'autre en 2012 sur les enfants, soit sur des spécimens induits ou bien des crachats spontanés pour ceux qui étaient un peu plus âgés. Et on voit que la sensibilité par rapport à la culture monte à 76%, enfin en moyenne à 76%, et que la spécificité reste presque à 100%. Et lorsqu'on regarde, ça c'est la deuxième étude, celle de 2012, c'est vrai que globalement, lorsqu'on cumule tous les tests, on reste dans la population à 42,7% de détection réelle, mais on voit que Expert, tout seul, retrouve à peu près la culture liquide dans la détection, et on voit bien que la microscopie reste très faible. Donc il faut vraiment encourager cette utilisation et cette évaluation de Expert. Dans les projets de recherche, j'ai quand même mis ce qui se fait. Actuellement, chez nous, il y a un projet financé par ANRS
Donc, chez la tuberculose, chez l'enfant infecté par le VIH, on essaye d'évaluer l'apport de GeneSper. Et également, on sait que la qualité du prélèvement également peut avoir une influence dans ce diagnostic. Donc, on évalue le tubage gastrique contre les aspirations nasopharyngées, le stristel, les crachats, mais également les selles, parce qu'on sait que les enfants, il faut chercher une méthode moins invasive, parce qu'on sait que quand ils ont la tuberculose, ils ont tendance à ravaler, et que dans les selles, on pourrait trouver également des mycobactéries, mais également tous les autres prélèvements. Dans le cadre de ce projet, on évalue également le quantiféron. C'est un test sérologique sur l'interféron gamma que je n'ai pas présenté parce qu'il n'est pas recommandé pour le moment par l'OMS, parce qu'il est difficile de distinguer la maladie de la forme latente. Il y a également un projet de Fondation Total qui démarrera un peu sur la même formule projet ANRS, mais chez l'enfant en général. Donc, pour résumer ici, voilà une diapositive que j'ai prise de l'OMS pour montrer que la culture elle reste vraiment au niveau central, mais on voit que XPERT vraiment peut être mis à un niveau plus bas pour permettre le diagnostic de la tuberculose chez les patients VIH et également donc la tuberculose multirésistante. On voit que depuis 2007, c'est toujours une diapositive de l'OMS, il y a vraiment un fort lobbying pour améliorer l'accès au diagnostic, que ce soit la culture liquide qui de plus en plus est mise vers nos pays. Ça, c'est les bandelettes, bien que ça ne s'applique que sur les smears positifs. J'ai parlé de la fluorescence et vraiment XPERT TB qui en moins de 2 heures peut permettre de diagnostiquer la tuberculose et la résistance. Pour une dernière diapositive, toujours de l'OMS, qui montre un peu tous les tests en cours, tous les tests qui sont déjà mis en place, qu'on peut voir en bleu, et tous les tests qui sont en état de développement. Ça s'est supervisé, là, il y a un test pour la détection des antigènes des mycobactéries qui va dans les urines, donc qui détecte le lipoarabinomanane, qui est en train d'être vraiment testé pour les patients VIH, surtout lorsque les CD4 sont inférieurs à 200, qui est très prometteur, et ce sera un test. Ils sont en train de le tester sous forme de bandelette pour que ce soit encore vraiment appliqué au chevet du patient pour faciliter. Il y a également certains tests pour la détection des odeurs. Là, vous pouvez souffler dans un appareil et à partir des composés organiques et dire si vous êtes TB ou pas. Donc, pour 2016, on a encore 3 ans devant nous et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Donc, pour terminer, pour moi, à l'état actuel des choses, pour parler de diagnostic, tout ce que je peux recommander, c'est vraiment de rendre GeneSper accessible aux enfants, aux personnes vivant avec le VIH. C'est le test, on va dire, en ce moment, qui est disponible, qui est capable d'aider et d'améliorer le diagnostic de la tuberculose. En attendant, peut-être un test où on mettra une goutte de sang et puis on dira TB or not. Donc, pour cela, il faut vraiment une intégration des plateformes qui existent pour le diagnostic. Il faut un engagement, un appui des partenaires pour rendre encore plus accessible, acquérir plusieurs appareils et aider à mettre en place dans les pays, comme la machine ne peut pas être partout, mais des systèmes de transfert des échantillons d'une zone à une autre. Donc, voilà ce que j'avais préparé pour vous. Je vous remercie.